Août 2023. À Niamey, la capitale du Niger, un groupe d'officiers annonce à la télévision nationale qu'il prend le pouvoir. Pour beaucoup de téléspectateurs dans le monde, c'est un coup d'État, une sorte de révolution de plus dans une région qui a déjà un précédent. Mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, à Paris, la nouvelle ne passe pas du tout inaperçue. Dans certains bureaux de l'Élysée, les téléphones commencent à sonner, les réunions s'enchaînent, les conseillers de défense sont convoqués. Car sous le sol du Niger se trouve une ressource très particulière, une ressource invisible pour la plupart des gens, mais absolument essentielle pour certaines économies. L'uranium, un minerai qui, une fois transformé, alimente des centrales nucléaires capables de produire l'électricité de millions de foyers. Et lorsqu'un pays qui possède une ressource aussi stratégique devient politiquement incontrôlé, ce n'est pas seulement un problème diplomatique, c'est également une question énergétique, industrielle et parfois même géopolitique. Parce que dans le monde moderne, certaines ressources ne sont pas simplement des matières premières, elles sont le carburant de l'économie. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors bonjour les amis et bienvenue sur Made. Dans l'épisode précédent, on a commencé à explorer une idée plutôt simple, celle selon laquelle les pays occupent différentes fonctions dans le système économique mondial. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et s'intéresser à quelque chose qui influence énormément ces fonctions, les matières premières et les ressources énergétiques. Comment fonctionne réellement ce marché? Qui consomme quoi? Et surtout, qui décide du prix des ressources qui font tourner notre monde? Si ce type de vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément le projet et comme je le dis souvent, c'est le mieux que vous puissiez faire pour nous soutenir en ce moment. Je ne vous prends pas plus de temps que ça, on passe directement à la vidéo. Bon visionnage. Avant de parler de marchés mondiaux, il est important de commencer par quelque chose de très simple. Quand la plupart des gens pensent au commerce, ils imaginent quelque chose comme un marché de quartier où d'un côté tu as quelqu'un qui vient avec sa marchandise, de l'autre côté quelqu'un qui vient avec de l'argent, les deux se discutent un peu et si tout le monde est content, l'affaire est conclue. Parfois il y a même des petites négociations, tout le monde connaît le fameux « mon frère c'est mon dernier prix ». Mais lorsqu'on parle de l'économie mondiale, les choses fonctionnent très différemment. Prenons par exemple un agriculteur qui produit du cacao au Cameroun. On pourrait penser qu'il fixe simplement son prix et qu'il vend sa production directement. En réalité, ça ne se passe quasiment jamais comme ça. La plupart du temps, le cacao passe par toute une chaîne. L'agriculteur vend à une coopérative, la coopérative vend à un négociant et le négociant exporte la marchandise vers un port et le cacao finit par voyager vers une usine ou une chocolaterie quelque part dans le monde. Et tout le long du processus, une seule question revient toujours. Quel est le prix du cacao aujourd'hui? Et ce prix n'est généralement pas décidé dans le village du producteur. Il est décidé quelque part sur les marchés mondiaux. Des marchés où s'échangent chaque jour du pétrole, du cuivre, du blé, du cacao et même de l'uranium. Revenons un instant dans notre village au Cameroun. Là-bas vit Maman Laure. Maman Laure est une productrice de cacao. Depuis des années, elle cultive ses cacaoyers, elle récolte les fèves, elle les fait sécher au soleil, puis les met dans un grand sac de jute. C'est un travail long, parfois difficile, mais c'est également ça qui fait vivre sa famille. Une fois la récolte terminée, Maman Laure se retrouve avec plusieurs sacs de cacao. Et à ce moment-là, une question se pose. À quel prix va-t-elle vendre sa récolte? On pourrait penser que c'est elle qui décide. Après tout, c'est quand même son cacao. Mais en réalité, le prix qu'elle reçoit dépend d'un système beaucoup plus vaste que son village. La première étape pour Maman Laure, c'est de vendre ses sacs à une coopérative locale ou à un acheteur qui passe dans la région. Ces coopératives regroupent les producteurs de nombreux agriculteurs. Les sacs de cacao arrivent les uns après les autres. Celui de Maman Laure d'abord, celui de son voisin, puis ceux des producteurs du village. Petit à petit, ce qui était au départ quelques sacs devient des tonnes de cacao. Ce cacao va ensuite être acheté par une entreprise spécialisée qu'on appelle un négociant. Le métier de négociant est très simple. Il parcourt le monde pour acheter et vendre des matières premières. Exemple rapide, du cacao en Afrique de l'Ouest, Ghana, Côte d'Ivoire, du café en Amérique latine, du cuivre en Amérique du Sud ou encore du pétrole au Moyen-Orient.
Une fois acheté, le cacao de Maman Laure est transporté vers un port. Des camions quittent des zones agricoles, roulent pendant des heures et finissent par arriver dans un terminal portuaire. Et c'est là que le cacao de Maman Laure entre vraiment dans le commerce mondial. Les sacs sont pesés, contrôlés puis chargés dans des conteneurs ou directement dans des navires. Ces cargaisons vont ensuite voyager vers d'autres régions du monde, vers des usines de transformation, vers des chocolateries ou encore vers d'autres négociants. Mais revenons à notre question de départ. Pourquoi le prix du cacao de Maman Laure change-t-il d'une année à l'autre? La réponse tient en une seule idée très simple que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Alors, petite explication très simple. Si beaucoup de cacao est produit dans le monde, mais que la demande reste la même, alors le prix a tendance à baisser. On prend un exemple concret. Imaginez que tous les producteurs du monde aient une excellente récolte la même année. Les chocolatiers alors auront l'embarras du choix. Conclusion, quand l'offre devient très abondante, les prix ont tendance à baisser. Mais si par contre la sécheresse frappe plusieurs régions du monde, les régions productrices où la consommation de chocolat explose dans certaines parties du monde, alors le cacao devient beaucoup plus rare. Et dans ce cas, les prix peuvent grimper. Et même si Maman Laure n'a jamais mis les pieds dans un marché financier, ces mouvements internationaux influencent directement le prix qu'elle reçoit pour sa récolte. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que le cacao n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le même type de système existe pour presque toutes les matières premières sur la planète. À l'exemple du blé, du pétrole, du cuivre, de l'or, du café ou même de l'uranium. Partout dans le monde, des producteurs comme Maman Laure cultivent, extraient ou récoltent des ressources. Et partout dans le monde, ces ressources finissent par entrer dans ce vaste réseau de marchés internationaux. Un système gigantesque, multicentralisé où se croisent producteurs, négociants, industriels et investisseurs. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, on verra comment chaque acteur agit ainsi que comment le monde est menacé d'explosion quand des tensions autour des ressources disponibles sur le marché apparaissent. Revenons un instant à notre cacao. Le cacao de Maman Laure a quitté son village, il est passé par la coopérative, puis par les négociants et il est maintenant entré dans le commerce mondial. Mais à ce stade, Maman Laure n'est plus la seule dans l'histoire, parce que sur les marchés mondiaux, elle se retrouve en très grande compagnie. Des milliers de producteurs, des millions que disent autour de la planète participent à ce même système. On y trouve des agriculteurs qui cultivent du blé en Ukraine, des mineurs qui extraient du cuivre au Chili, des compagnies pétrolières qui pompent du pétrole en Arabie Saoudite ou encore des exploitations minières qui extraient de l'or et du diamant en Afrique australe. Conclusion simple, tous les acteurs produisent ce qu'on appelle des matières premières. Alors, petit rappel pédagogique, les matières premières sont ces ressources brutes que l'on retrouve ensuite dans presque tous les objets de notre quotidien. Quelques exemples concrets, on a le cuivre qui se trouve dans les câbles électriques, le pétrole qui devient plus tard du carburant ou du plastique, de l'or qui est utilisé dans l'électronique ou encore le cacao qui finit dans une tablette de chocolat. Mais pour qu'un marché existe, il faut toujours deux côtés. D'un côté, on a les producteurs, mais de l'autre côté, on a les acteurs. Alors, quelques petites explications. Ces acteurs peuvent être des entreprises industrielles, des États ou encore des grandes multinationales. On a par exemple des chocolatiers qui achètent le cacao de Maman Laure. On a les constructeurs automobiles qui achètent de l'acier et du cuivre, les compagnies aériennes qui achètent du carburant et les pays entiers qui achètent du pétrole pour faire tourner leur économie. Un exemple frappant. Prenons les États-Unis. Chaque jour, l'économie américaine consomme près de 20 millions de barils de pétrole. Je répète, 20 millions de barils de pétrole. Pour faire une petite comparaison imagée, c'est l'équivalent de plusieurs supertankers de pétrole chaque jour. Pour le dire en d'autres termes, lorsque l'on parle des marchés mondiaux des matières premières, on parle de quantités absolument gigantesques. Maintenant, imaginons une situation simple. Supposons que plusieurs pays producteurs aient une très bonne année. Par exemple, les récoltes agricoles sont excellentes, les mines produisent davantage et les compagnies pétrolières extraient plus de pétrole que prévu. En résumé, il y a beaucoup de ressources disponibles sur le marché et l'offre devient très abondante. Les acheteurs auront plus de choix et dans ce cas, les prix auront tendance à baisser. Et même si Maman Laure a travaillé aussi dur que les années précédentes, elle peut se retrouver à vendre son cacao un peu moins cher, la moitié du prix, parfois même le dixième du prix.
Mais l'inverse peut également se produire. Une sécheresse peut réduire les récoltes, une grève peut ralentir une mine, un conflit peut perturber la production de pétrole et soudain, boum, certaines ressources deviennent beaucoup plus rares. Pendant ce temps, les acheteurs, eux, ont toujours besoin de ces ressources. Et lorsque la demande reste forte, mais que l'offre diminue, alors les prix peuvent monter très rapidement. Ce qui rend le marché des matières premières particulièrement sensible, c'est que la consommation mondiale est souvent énorme. Elle est toujours croissante et elle est impossible à arrêter. Prenons encore le pétrole. Le monde consomme environ 100 millions de barils par jour. Cela signifie qu'une variation de seulement quelques millions de barils peut suffire à créer un déséquilibre. C'est un peu comme si toute la planète partageait une gigantesque réserve de carburant. Si quelqu'un retire juste quelques seaux dans le stock, tout le monde commence à regarder les prix de beaucoup plus près. Et pendant que ces grands équilibres se jouent à l'échelle de la planète, quelque part au Cameroun, Maman Laure continue simplement de cultiver son cacao. Elle ne suit peut-être pas les marchés internationaux tous les matins, mais les décisions prises dans les mines du Chili, dans les champs de blé en Ukraine ou dans les champs pétroliers au Moyen-Orient peuvent indirectement influencer le prix qu'elle reçoit pour sa récolte. Et quand on commence à observer ces marchés d'un peu plus près, on se rend compte qu'ils ne sont pas seulement économiques, ils peuvent devenir hautement stratégiques. Bon, là, attachez vos ceintures parce qu'on passe aux choses sérieuses. Prenons un instant pour regarder quelques chiffres. Les vrais chiffres, ceux qui donnent une idée de l'échelle du système dont on est en train de parler. Commençons par le pétrole. Les États-Unis consomment environ 20 millions de barils de pétrole par jour. Cela représente presque un cinquième de toute la consommation mondiale. Chaque jour, c'est l'équivalent de centaines de super-tankers de pétrole qui alimentent l'économie américaine. Maintenant, allons au niveau de la Chine. La Chine est aujourd'hui le plus grand consommateur mondial de nombreuses matières premières industrielles. Environ la moitié du cuivre produit à l'échelle du monde est utilisé dans l'industrie chinoise. Près de 60% des minerais de fer mondial sert à alimenter ces aciéries. Et dans les métaux stratégiques utilisés dans les batteries ou dans les technologies modernes, la part peut être encore plus élevée. Autrement dit, quelques grandes économies concentrent une part immense de la demande mondiale. Et lorsque ces économies ont besoin de ressources, elles doivent les trouver quelque part sur la planète. Mais bon, voilà le problème. Les matières premières, ça ne pousse pas dans les supermarchés. Il faut les cultiver, il faut les extraire, il faut les transporter, mais surtout, il faut du temps pour augmenter la production. Si la demande augmente très vite et que la production ne suit pas immédiatement, un déficit peut apparaître. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Parce que lorsque certaines ressources deviennent rares, elles cessent d'être seulement économiques, elles deviennent stratégiques. Assez généralement, lorsqu'on est dans ces périodes-là, le ton monte. Les discours des dirigeants deviennent plus guerriers. Et quelquefois, on peut même voir apparaître, ici et là comme par magie, dans les pays concernés, du terrorisme ou des mouvements sociaux inattendus. Suivez mon regard. À ce niveau d'enjeu, la bien-pensance n'est plus une donnée qui rentre dans l'équation. Parce qu'il faut comprendre que si un pays comme le Congo RDC, qui produit 60% du cobalt à l'échelle mondiale, décide de façon souveraine de le transformer localement, plutôt que d'alimenter le marché international, il ne s'agit plus d'une décision souveraine. Pour les marchés, c'est quasiment l'équivalent d'une attaque terroriste, dont les conséquences financières feraient trembler de peur n'importe quel dirigeant, même les plus courageux. C'est à ce type d'enjeu que l'on s'expose lorsqu'on parle du monde impitoyable des matières premières. Prenons un exemple récent pour illustrer tout cela. En 2022, une matière première très importante s'est retrouvée au centre d'une tempête financière, le nickel. Petit rappel simple, le nickel est un métal utilisé notamment dans l'acier, mais aussi et surtout dans les batteries de voitures électriques. Autrement dit, c'est un métal devenu stratégique dans la transition énergétique en cours. Mais voilà, en mars 2022, la guerre en Ukraine éclate et soudain les marchés commencent à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la Russie est l'un des plus grands producteurs mondiaux de nickel. Et donc, résultat, les investisseurs commencent à acheter du nickel massivement, de peur que l'offre mondiale se réduise. Et là, le marché s'emballe. En moins de 24 heures, le prix du nickel explose. Il double même, puis il continue de monter. Il atteint plus de 100 000 $ la tonne. C'est une hausse tellement violente que la principale place mondiale, commerce des métaux, a dû prendre une décision exceptionnelle. La bourse des métaux de Londres suspend complètement les échanges. Le marché est littéralement devenu incontrôlable. Alors, quelle
quelle conclusion nous raconte cette histoire? Une matière première, quelques tensions géopolitiques et tout un marché mondial peut entrer dans une turbulence totalement incontrôlée. Et c'est précisément ce qui rend les matières premières si importantes. Elles sont au cœur de l'économie mondiale, mais elles sont également au cœur des relations internationales. Parce que derrière chaque tonne de cuivre, chaque baril de pétrole ou chaque sac de cacao, il y a un immense réseau de production, de commerce et de transport. Des ressources extraites dans une région du monde, consommées dans une autre région du monde et transportées à travers des milliers de kilomètres. Et pour que tout cela fonctionne, il existe des artères gigantesques qui relient les économies entre elles. Des routes invisibles qui transportent l'énergie, les minerais, les récoltes de la planète. Ces ressources passent par des détroits, des canaux et surtout par certains ports qui sont devenus les carrefours du commerce mondial. Et dans le prochain épisode, on va suivre ces ressources à travers ces routes pour découvrir comment les ports et les routes commerciales structurent l'économie de toute la planète. Pour ne surtout pas louper ça, tu sais déjà quoi faire. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission autour de la tech et de l'économie autour du continent africain et pour le cas d'espèce du monde.